Et son procès s'est donc ouvert vendredi devant la cour d'assises de Paris. Une semaine pour comprendre qui est Dabia Ben-Kired, accusée du viol et du meurtre de Lola Davié avec acte de torture et barbarie. La petite fille de 12 ans avait subi un calvaire dans son immeuble du 19e arrondissement de la capitale. Son corps avait été retrouvé dans une malle. C'était en 2022, le 14 octobre. Et c'est la suite donc de l'interrogatoire de l'accusé aujourd'hui à la barre. Également les parties civiles, la famille de Lola, donc sa mère et son frère. Son père, lui, ne lui aura survécu que quelques mois. Charlotte Ferla. Pourquoi Dabia Ben-Kired s'en est-elle pris à Lola Davié ce 14 octobre 2022 ? C'est ce que va tenter de comprendre la cour d'assises de Paris aujourd'hui. Presque 3 ans jour pour jour avant le début du procès, le corps de la jeune adolescente de 12 ans est découvert dans une malle au pied de cette résidence. Elle est morte asphyxiée après avoir été torturée et violée. Depuis le début du procès vendredi, c'est une personne froide, détachée, insondable qui apparaît dans le box des accusés. Mais hier, pour la première fois, alors qu'un ancien petit ami témoigne, des larmes ont coulé sur les joues de Dabia Ben-Kired. La jeune femme de 27 ans lâche alors une explication de ce meurtre. Il me faisait tellement de mal que j'avais envie de me venger de lui et j'ai tout remis sur la petite Lola alors qu'elle n'avait rien à voir. Mustapha M. évoque aussi la dégringolade de Dabia après le décès de ses 2 parents en 2020. L'accusé a été reconnu responsable de ses actes. Un expert psychologue est entendu ce matin, ainsi que la famille de Lola. Dabia Ben-Kired sera, elle, interrogée en fin de journée. Elle encourt la réclusion à perpétuité. Une personnalité évidemment qui pose de nombreuses questions. On en parle avec nos invités. Bonjour à toutes les trois. Merci de nous avoir rejoints. Laure Westphal, vous êtes docteur en psychopathologie. Bonjour à vous. À vos côtés, maître Sylvie Noakovic. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste en droit pénal et ancienne candidate à UMP aux législatives du Val d'Oise. Et puis Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice. Bonjour Noémie. Nous a rejoint pour nous éclairer effectivement sur tout ça au centre des débats. Je le disais, cette personnalité très intrigante de Dabia Ben-Kired, une Algérienne de 27 ans aujourd'hui, elle apparaît depuis le début de ce procès d'une froideur extrême dans le box des accusés avec un air que certains disent hébété sans empathie. Oui, et pour tout vous dire, depuis que cette affaire, depuis ce drame, il y a 3 ans, cette personnalité, bien sûr, intrigue énormément. Je me souviens que j'étais allée à l'audience devant le juge des libertés de la détention quand elle avait été interpellée, qui devait statuer sur son placement ou non en détention provisoire. On était resté très peu de temps parce que l'audience était déroulée à huis clos, mais je me souviens d'avoir vu une jeune femme au visage très, très juvénile, qui était très calme, qui ne montrait pas de signes de nervosité et qui balayait la salle d'audience, qui regardait notamment les journalistes qui étions dans la salle avant qu'on nous demande de sortir pour que cette audience se déroule à huis clos. Et les journalistes qui assistent ces derniers jours à ce procès sont également déconcertés par cette attitude et le contraste aussi entre cette jeune femme, alors qu'il semble avoir changé physiquement, elle a pris beaucoup de poids en détention, mais ça reste une femme très, très jeune, et l'horreur des faits pour lesquels elle est renvoyée devant cette cour d'assises, effectivement. Elle manifeste peu d'émotion. Pour la première fois hier, c'est ce que racontent ceux qui assistent à ces débats. Eh bien, Dabia Ben-Kired semble avoir craqué en parlant d'un ancien petit ami. Mais jusqu'à présent, elle observe, elle regarde, y compris sans manifester d'émotion particulière, y compris dans des moments absolument terribles, comme lorsque les photos de la petite Lola et du corps de Lola qui a été retrouvé dans une malle ont été projetées. C'était vendredi dernier à l'audience. Maître, comment expliquer ce comportement effectivement de Dabia Ben-Kired? Elle a déjà avoué en partie, c'est horrible ce que j'ai fait, je la cite, je le regrette. Puis c'est vrai qu'elle se perd dans ses explications. Elle a beaucoup de contradictions, beaucoup de confusion, c'est ce qui en ressort. Absolument, et on verrait, véritablement la question cruciale de ce procès, c'est était-elle responsable ou pas au moment des faits? C'est toute la difficulté. Mais les experts psychiatres qui se sont prononcés parlent d'une froideur, parlent de quelqu'un d'extrêmement qui a commis les actes. Très en retrait même du procès. Ouais. Exactement, et qui avait même accompli les faits en connaissance de cause. Donc elle aurait son discernement, il n'aurait pas été altéré au moment des faits. Et les autres experts aujourd'hui qui vont être entendus pourront confirmer ou infirmer la position des experts psychiatres du dossier d'instruction. Et d'ailleurs, Laure Westphal, c'est vrai qu'il y a un expert psychologue qui est entendu en ce moment même. Comment on peut justement apporter certains éléments pour aider les juges dans leurs décisions à la fin? Comment, dans un cas comme ça, on travaille quand on est expert? On rappelle fait par fait tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, ses attitudes au moment des faits?
Là, il s'agit déjà d'approfondir le type de personnalité auquel on a affaire. Enfin, il s'agit de savoir que les personnalités sont rarement simples, mais alors celle-ci, elle est particulièrement complexe, dans le sens où elle mélange plusieurs tableaux cliniques caricaturaux qui ne sont pas exclusifs entre eux. Alors, c'est-à-dire qu'il y a manifestement déjà l'hypothèse traumatique qui est pas à exclure, c'est-à-dire le fait de reproduire des faits dont on s'est senti victime dans un premier temps. De son enfance, quand on raconte l'Algérie, les violences. Alors, il y a déjà la construction effectivement de l'anamnèse, son enfance, où manifestement il y a eu des carences, des fragilités qui se sont construites à ce moment-là, qui n'ont pas explosé forcément tout de suite à l'adolescence, mais qui peuvent exploser ensuite lors d'un événement de la vie douloureux, du type un deuil, parce qu'elle a aussi perdu ses 2 parents juste avant. En 2020, elle perd coup sur coup son père et sa mère. Et effectivement, ses proches semblent dire qu'à partir de là, son comportement a évolué. Changé. Voilà, donc là, d'ailleurs, vous faites bien de le souligner, là, on voit un comportement particulièrement dépressif, c'est-à-dire une forme d'errance à laquelle elle se laisse aller. Elle surconsomme toute une série de médicaments, de l'Erica, du cannabis, donc il y a ça qui se rajoute. Donc ça fait un petit peu penser à une décompensation psychotique post-traumatisme de l'enfance, mais il y a aussi tous les traumatismes qu'elle a vécu ensuite à l'âge adulte, puisqu'elle était quand même dans une forme d'errance. Il y a eu la prostitution, les violences, les diverses rencontres dont elle a du mal à faire état. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a vécu un certain nombre de choses, et puis d'un coup elle accuse quelqu'un d'autre d'avoir fait ce qu'elle a fait elle-même. C'est un mécanisme projectif qui est très très courant à la fois chez les personnes traumatisées et chez les personnes psychotiques. C'est pour ça que le diagnostic différentiel va être très très difficile. La dissociation, c'est pareil. Vous parliez de froideur affective, le fait d'être déconnecté de soi, de parler de choses horribles sans faire état d'empathie, d'émotion, ça fait penser à quelqu'un qui peut être décompensé, comme à quelqu'un de traumatisé aussi, qui n'a plus recours à ses émotions. Donc en fait, là, il va s'agir de déceler en effet quel était le niveau de conscience de son acte, parce que quelqu'un qui est par exemple malade psychotique, il peut délirer ou faire des passages à l'acte horribles à certains moments, mais il peut être tout à fait conscient de ses actes et être dans une stratégie manipulatoire à d'autres moments, et donc très conscient. Donc il va s'agir de non seulement déterminer quel est le type de personnalité, mais quel était le type d'état dans lequel elle était lorsqu'elle a fait ça, et le motif. Ouais. Alors là, on voit qu'elle a énormément déplacé, d'ailleurs. On va y revenir peut-être, Noémie, vous vouliez... Non, mais la difficulté déjà, effectivement, c'est que vous parlez des violences dont elle aurait été victime. On est face à une accusée qui ment aussi énormément. Et donc là, la cour d'assises, ce sont donc les 3 magistrats professionnels et les 6 jurés populaires, dont on imagine quand même la difficulté de se retrouver plongé dans un tel dossier, parce que j'ai rarement vu des faits aussi affreux, et j'ai couvert un certain nombre de procès, mais c'est vrai que ceux-là sont particulièrement horribles. Et vous êtes effectivement face à une accusée qui a accusé d'anciennes relations, qui avait expliqué pendant l'instruction qu'elle avait été ensorcelée, qu'on lui a fait boire des produits et elle était droguée, et donc elle n'était pas dans son état normal. Donc il faut aussi déjà, de manière très, très, très concrète, essayer de démêler le vrai du faux. Et ce qui semble vraiment jaillir, c'est qu'il y a peu de moments où elle semble être vraiment dans la vérité, et déjà ça c'est une difficulté bien sûr pour les juges. Elle a avoué, pardon, avant de revenir vers vous, elle a avoué une partie des faits au début. Elle a dit que c'était une vengeance parce qu'elle n'avait pas obtenu de la part des parents de Lola, qui étaient les gardiens de l'immeuble, de passe pour l'ascenseur. Et puis hier, elle a dit que finalement c'était son ex-compagnon qu'elle aurait souhaité tuer, et qu'elle s'en était pas prise finalement. En tout cas, c'était pas ce qu'elle souhaitait à la jeune fille. Exactement. Il faut savoir que l'expert a attiré l'attention effectivement des jurés sur le fait que c'est un mensonge pathologique. C'est quelqu'un qui ment tout le temps. C'est difficile de savoir le vrai du faux, mais l'histoire effectivement du pass paraît le plus plausible finalement dans l'histoire. C'était sa première justification, voilà, exactement. Et la question de ce dossier, c'est en tant qu'avocate pénaliste que je dis ça, c'est la question de ce dossier, c'est est-ce que elle encourt la perpétuité parce que justement il n'y a pas d'excuse à lui donner avec une peine incompressible, et la peine incompressible sera-t-elle de 18 ans, ça c'est le classique, l'ordinaire, ou une peine incompressible de mesure de sûreté à vie,
ou pas? Est-ce que ce sera 30 ans? Alors l'expert ce matin finalement. dit déjà qu'elle pourrait de nouveau avoir des actes de violence si elle sortait de prison. C'est une question dont on parle dès aujourd'hui. C'est pour ça que l'enjeu, c'est pas de se dire est-ce qu'elle sera acquittée ou pas. Tout le monde sait qu'elle sera condamnée. Oui. La question, c'est est-ce qu'elle va prendre perpétuité ou pas? Est-ce qu'il y a une mesure de sûreté qui sera prononcée ou pas? Et laquelle? Est-ce qu'elle sera plus ou moins longue? On ne sait pas. Peut-être préciser qu'elle encourt la perpétuité parce que c'est un meurtre sur une mineure de moins de 15 ans, accompagné de viols, d'actes de torture et de barbarie. C'est pour ça que c'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal qui est encourue par Dabia Benkired. Exactement. Et Laure Westphal, vous nous avez rappelé la conjonction finalement de toutes ces pathologies qui pouvaient toucher l'accusé, donc Dabia Benkired. La question qu'on se pose quand vous nous rappelez tout ça, c'est pourquoi on a estimé que finalement elle avait toutes ces capacités, qu'elle était responsable, que son jugement n'était pas aboli. Là, on a du mal à savoir. Effectivement, c'est intéressant de souligner toutes ces contradictions. Est-ce qu'elle réalise les contradictions dont elle fait état ou est-ce qu'elle ne les réalise pas? C'est-à-dire qu'on se demande, en fait, si elle essaye de manipuler la personne à qui elle s'adresse, ou est-ce qu'elle est dans un état confus où elle-même ne se rend pas compte très bien de toutes les contradictions dont elle fait état. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a, ce qu'on n'a pas souligné, c'est qu'elle a un rapport à la loi complètement défaillant et un rapport à la frustration qui est prédominant, ce qui fait que n'importe quelle frustration, impasse, une altercation avec quelqu'un, peut lui faire répéter un passage à l'acte sous l'impulsion de l'angoisse qu'elle n'arrive pas à contenir. Alors maintenant, comment elle fait état de ce qui lui arrive? Là, manifestement, effectivement, elle a du mal à rendre cohérent ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Bon, il y a très probablement quand même une petite altération Mais du aujourd'hui ou sur le moment il y a 3 ans, c'est la grande question. La question du procès, c'est au moment des faits. Et c'est évidemment essentiel dans ce procès. C'est Dabia Benkired avait-elle son discernement altéré, voire aboli au moment des faits. Si son discernement avait été aboli, elle ne serait pas. Enfin, si les experts psychiatres avaient estimé que son discernement était aboli, elle ne serait même pas devant cette cour d'assises. En France, il y a une règle on ne juge pas les fous, on ne renvoie pas devant la justice quelqu'un dont on estime qu'il n'était pas responsable, en pleine possession de ses moyens psychiques, mentaux au moment du passage à l'acte. Il y a 2 expertises psychiatres qui ont conclu que non seulement son discernement n'était pas aboli, mais qu'il n'était même pas altéré. Pourtant, encore une fois, quand les policiers l'arrêtent, elle dit qu'elle a vu en Lola un fantôme, que c'est par peur de ce diable en personne qu'elle avait entouré d'adhésifs la tête de cette petite fille. Mais 2 experts psychiatres l'ont jugée responsable pénalement. Je vous dis ce qu'on pouvait voir dans les expertises psychiatriques. Elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique relevant de l'autisme, de la schizophrénie, de la paranoïa ou autre. Un psychiatre avait noté la dangerosité de cette jeune femme, décrivant une personnalité avec un haut potentiel narcissique psychopathique, c'est-à-dire une surestime de soi et une tendance à la manipulation. Une 2e expertise psychiatrique en janvier 2024 avait elle aussi conclu la responsabilité pénale de la suspecte, estimant qu'elle n'était pas atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement et le contrôle de ses actes. Alors on va voir ce que diront les psychiatres demain à la barre. Pour la défense, il y a bien sûr un enjeu énorme. Si vous arrivez à établir qu'elle a pu avoir un discernement altéré, vous pouvez espérer une peine moins lourde. Quoique, une cour d'assises peut aussi condamner quelqu'un en reconnaissant qu'il y a une altération du discernement, mais pour autant estimer qu'il n'y a pas de raison de diminuer la peine en raison de cette altération. C'est déjà arrivé dans des procès. Par exemple, juste un mot, par exemple, l'altération du discernement causée par les 20 joints qu'elle fumait par jour, dont on pourrait... avec des effets hallucinogènes. Pas hallucinogènes, mais bon, c'est assez costaud, plus le Lyrica. Effectivement, on peut le prendre en compte sans pour autant penser qu'il y a une diminution de la responsabilité qui est en cause à cause de ça. Parfois, c'est même à charge. Oui, c'est plutôt le fait de commettre un crime sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, c'est plutôt une circonstance aggravante qu'une raison une atténuation de la responsabilité. Et comment on va pouvoir juger ça, maître? Justement, est-ce que ça peut être une stratégie de vouloir paraître irresponsable? On va peut-être... avoir rapidement votre réponse? Bien sûr. Ouais, Bien sûr, la stratégie, ce sera de dire effectivement qu'il y a une vraie altération. Même si les experts disent bien que la folie de l'acte ne veut pas dire la folie de l'auteur, et inversement. Donc voilà, les experts sont assez clairs sur le fait qu'elle était responsable. Mais bien sûr, la stratégie de la défense, ce sera bien sûr d'insister sur le fait qu'il y a une altération effectivement de sa responsabilité. Merci beaucoup. Du fait de ses propos incohérents.